Merci Yves. Bonjour chers doctorants qui êtes dans la salle, en biologie et en mathématiques. Voilà. Une pensée pour les autres doctorants qui sont probablement perdus quelque part à Châtelet ou bien en train d'essayer de récupérer un bus ou un métro pour nous retrouver, puisque vous savez que la ligne B et la ligne C sont coupées à la gare du Nord. Donc bon courage à ceux d'entre nous qui veulent nous rejoindre et qui vont entendre cette communication en différé. J'insiste sur la présence des étudiants parce que c'est une période où les doctorants qui sont déjà structurellement des chercheurs relativement isolés le sont encore plus. Et je trouve que l'avantage d'un séminaire comme celui-ci, c'est que ça rompt un peu notre solitude intellectuelle. Ça vous permet d'assister à une aventure de recherche qui est finalement un peu ce que vous êtes en train de vivre vous-même en faisant votre thèse. Et plus que d'assister à une aventure de recherche, j'espère qu'avec le temps, on va s'habituer les uns aux autres, on va se parler de plus en plus et j'espère que vous pourrez participer à cette aventure de recherche. Ce que ça veut dire, c'est que dans ma discipline, on a l'habitude de monologuer. Pas de PowerPoint, pas de choses comme ça. Enfin, les plus modernes de mes collègues le font, mais moi, je suis un professeur de littérature à l'ancienne, donc je vais vous parler, mais ne vous laissez pas impressionner par mon bagou. Interrompez-moi quand vous voulez, posez des questions. C'est un séminaire, c'est pas une conférence, hein, d'accord? Donc, je dis ça en m'adressant aux étudiants dans la salle, mais c'est valable pour ceux qui sont de l'autre côté de l'ordinateur. Et bonjour, chers collègues. Merci d'être là. Même remarque pour les étudiants, n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez davantage d'explications ou si vous trouvez que je dis quelque chose de discutable. Ça m'étonnerait beaucoup, mais enfin, on ne sait jamais. Alors, vous avez compris que ma communication se fera en deux parties, en fait, 2 fois 45 minutes. La première partie, je vous parlerai de ce que le Covid-19 Museum peut être pour moi en tant que littéraire, c'est-à-dire un outil. Comment est-ce que je peux être utilisatrice de ce type d'objet scientifique. Je vous parlerai également de ce qu'il représente et peut représenter pour moi d'un point de vue institutionnel, parce que j'ai eu pendant longtemps des fonctions de politique institutionnelle et c'est comme ça que j'ai pris l'habitude de réfléchir cet objet. Or, il n'y a pas de recherche sans politique institutionnelle. Les deux sont très forts en interaction et déterminent beaucoup le devenir d'un projet. Je vois que vous dites oui, vous savez déjà, vous les doctorants, à quel point la recherche n'est pas pure et sur le sommet d'un quelconque Everest. La seconde partie sera une partie dans laquelle j'inverserai le principe habituel des humanités numériques, dans lesquelles finalement l'informatique fait quelque chose aux sciences humaines, et j'espère, avec mes théories littéraires, mes concepts de littérature, faire quelque chose à l'informatique et au numérique. Je voudrais vous proposer une lecture interprétative de cet objet qu'est le Covid-19 Museum. Ça veut dire que la deuxième partie est de loin la plus intéressante. Et ça veut dire que vous devez aller vous chercher un café, un thé, un sandwich. Il faut absolument être là. Et entre deux, on entendra François qui est en train de venir depuis les Vosges quand même. Je trouve ça assez admirable de faire ce trajet aller-retour pour venir nous parler et partager avec nous ce projet de recherche. Donc, je suis comparatiste. Vous comprendrez mieux, je pense, à la fin de mon exposé, ce que ça veut dire que d'être comparatiste. En tout cas, ce que ça implique de plus fondamental, c'est que je suis une littéraire. Je suis une littéraire. Littéraire, ça n'est pas tout à fait la même chose que spécialiste des sciences humaines. Vous savez qu'il y a des combats terribles, sanglants au couteau entre partisans de telle ou telle discipline. On a parlé tout à l'heure de mathématiques et de mathématiques appliquées. Figurez-vous que c'est tout à fait la même chose pour la littérature. La littérature n'est pas une science humaine. En tout cas, ce à quoi la littérature a affaire, c'est à des textes, à de la littérature. Ces textes sont des textes écrits ou oraux. N'oubliez pas la littérature orale. Depuis un certain temps, il y a même des textes numériques. Et là, on arrive un petit peu dans notre sujet. La caractéristique des textes littéraires, c'est qu'ils ont une valeur esthétique, ils ont une valeur émotionnelle et ils s'autorisent la fiction. C'est-à-dire qu'on a le droit de dire quelque chose qui ne soit pas la réalité. Ne pas être la réalité, ça ne veut pas dire que ce ne soit pas la vérité.
Pour le dire comme Nietzsche, la littérature, c'est le choix de la métaphore plutôt que du concept. Donc j'espère que vous ne souffrirez pas trop de cette manière de penser qui risque peut-être de vous paraître analogique, hein, quelque chose contre quoi vous avez appris à lutter. Souvenez-vous, le potentiel exploratoire et de recherche de la métaphore, de la comparaison. Donc, je suis une littéraire et quel est mon usage de la littérature? Alors, d'abord, pour moi, la littérature, c'est quelque chose qui console. Freud disait, la vie est dure. Il faut faire face à ce qu'il appelait l'ananké, la nécessité de mourir, d'être malade, d'être séparé de ceux qu'on aime, le fait d'avoir besoin de manger régulièrement, etc. Donc, pour se consoler de cela, disait-il, l'être humain n'a qu'une chose, en vérité, de manière ultime, le bercement des nourrices. Et la littérature, c'est un de nos bercements de nourrices. C'est un bercement de nourrices pour les grands, hein, pour ceux pour qui ça marche. Donc déjà, la littérature est une consolation, c'est quelque chose. Quand je fais des cours de littérature à mes étudiants, je fais fonctionner la littérature comme un viatique. Je ne sais pas si vous connaissez ce vieux mot, ce joli mot. Un viatique, c'est quelque chose qu'on emmène en voyage, quelque chose que l'on prend avec soi pour cheminer. Donc moi, je mets dans la valise de mes étudiants des livres qui me semblent intéressants, qui me semblent importants pour penser la vie et le monde. Et voilà, ils en font ce qu'ils en veulent. En tout cas, les livres de littérature accompagnent la pensée. De manière un peu plus intéressante pour mon propos aujourd'hui, mon usage de la littérature, c'est de faire ce qu'on appelle de l'anthropologie littéraire. L'anthropologie, vous savez, ça a plusieurs significations. Là encore, on peut discuter beaucoup. Je prends anthropologie au sens premier, c'est une étude de la nature humaine, une étude de l'homme. Donc, dans la littérature, je trouve des éléments qui me permettent de penser l'homme et de penser l'humain. Et c'est effectivement ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, voilà le type d'approche à la littérature que j'ai. Donc, en tant que littéraire, quand j'ai vu arriver dans ma boîte mail le projet du Covid-19 Muséum, donc un musée numérique, ma première réaction a été une réaction de littéraire. Je me suis dit que j'avais là l'opportunité, la possibilité de déposer un très gros corpus de textes littéraires. J'ai pensé rassembler tous les textes littéraires sur les épidémies. Parce que pour moi, qui suis une littéraire, je vous ai dit, je vis sans cesse dans la métaphore. Le Covid-19 Muséum ne parle pas seulement du Covid-19. C'est un musée, pour moi, de l'épidémie. C'est un musée de la peste, c'est un musée du choléra, c'est un musée de ce que vous voulez. Donc, j'ai pensé réfléchir à l'épidémie particulière, momentanée du Covid-19, avec les textes antérieurs, éventuellement aussi les textes contemporains, mais pour l'instant, on ne les a pas encore, avec les textes antérieurs des épidémies, le plus souvent de la peste et du choléra, mais on a aussi des textes sur le virus Ebola, etc. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, j'ai pensé contacter le collègue Yves Rosenol, que je ne connaissais pas, pour lui demander, voilà, puis-je faire un dépôt? Pouvons-nous constituer un corpus littéraire de tous les textes sur l'épidémie, de tous les articles critiques portant sur ces textes littéraires? Je vois que vous hochez la tête. Mais ça doit être immense. C'est un travail qu'on peut débuter, dont on ne sait pas quand il va se terminer, qui de plus va sans arrêt augmenter avec l'arrivée des textes contemporains sur le Covid-19, puisque apparemment les gens écrivent beaucoup. Et seul l'avenir dira ce qui est de la littérature ou pas, mais en tout cas, il ne m'appartiendrait pas de choisir. Donc voilà, effectivement, commencer à faire cet immense corpus des textes de l'épidémie et des approches critiques des textes sur l'épidémie. C'était ma première idée. Ça correspondait à un cours que je proposais aux étudiants de première année et de master avec des angles différents, toujours avec mon idée de viatique, vous savez, et de bercement de nourrice. Je me suis dit, les étudiants sont comme moi pris dans des logiques de confinement, d'isolement, éventuellement de crainte. La société est tout de même ébranlée par ce qui se passe, manifestement. Ma contribution sociale à moi, en tant qu'enseignante-chercheuse, ça peut être de donner aux gens des lectures qui leur permettent d'identifier
une série d'invariants dans les réactions à l'épidémie. Alors là, on entre typiquement dans ce que j'ai fait à la main, de manière artisanale en cours, et de ce qu'on pourrait faire de manière beaucoup plus systématique dans un musée numérique. Donc, on entre dans ce qu'on appelle les humanités numériques telles qu'on les utilise classiquement. On constitue un très, très grand corpus, une très, très grande base de données littéraires. On fait du text mining, j'ai appris que ça s'appelait comme ça. Donc, on va chercher dans le texte un certain nombre d'éléments que l'on désigne. On constitue des champs sémantiques, des champs de signification. On repère des réseaux et avec les puissances de calcul immenses qui dépassent largement ce que je peux faire sur mon petit bureau dans ma petite chambre et avec mon petit cerveau, eh bien, on arrive à repérer une série d'éléments invariants de l'approche sociale de l'épidémie et une série de variables qui éventuellement peuvent apporter également des significations. Donc, ma première approche de ce musée numérique était une approche d'utilisatrice littéraire. Alors, je voudrais vous donner un exemple de ce que l'on peut trouver quand on fait du text mining, quand on constitue un corpus de texte sur les épidémies, ce qu'on peut lire pour que vous voyez si, selon vous, si oui ou non c'est intéressant pour une approche sociale. Je veux vous montrer, je prends 4 exemples relativement courts, je veux vous montrer ce qui en littéraire m'intéresse et me semble relever d'une anthropologie et me semble pouvoir aider à penser ce qui nous arrive. Ok? Si ce n'est pas familier ou si ça vous ennuie trop, parce que là on fait vraiment de la littérature, vous m'arrêtez. Je répète, je n'ai que 4 exemples courts, 4 paragraphes. L'un des textes les plus célèbres de l'épidémie, c'est une tragédie grecque qui s'appelle Oedipe, roi. Je mettrai toutes les références sur Internet plus tard pour que vous n'ayez pas à prendre des notes ou à vous inquiéter de l'orthographe de tel ou tel titre ou de tel ou tel nom. Donc, un des textes les plus célèbres des épidémies, c'est Oedipe, roi de Sophocle. C'est une tragédie grecque qui a été donnée à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et figurez-vous que toute cette histoire commence par une épidémie. Au prologue, il y a une épidémie, la terre est stérile, les animaux meurent, il n'y a plus de plantes, les femmes n'ont plus d'enfants. Et on appelle ça une épidémie, et les traducteurs contemporains traduisent le grec par peste. Donc au début de Oedipe roi, il y a une peste, et le peuple vient voir le roi en lui disant « ça ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas vivre, c'est ta responsabilité, à toi l'homme de pouvoir, tu dois nous débarrasser de cette peste ». Alors, aujourd'hui, si le peuple allait voir un homme de pouvoir en lui disant « débarrasse-nous de cette peste », il y aurait un certain nombre de réactions que vous connaissez, dont on pourra parler. À l'époque, la traduction par un homme de pouvoir de cette demande, c'est « il y a une souillure, il faut la laver ». Le vocabulaire est le vocabulaire de la souillure. Et Oedipe, qui est le roi auquel le peuple s'adresse, envoie quelqu'un consulter l'oracle de Delphes, parce qu'on ne fait pas de la recherche, on consulte l'oracle, c'est une autre manière de se renseigner sur ce qu'on ne sait pas, et l'oracle confirme il y a une peste parce qu'il y a une souillure, une saleté, cette saleté sera levée quand on aura trouvé l'identité du meurtrier du précédent roi. Le crime n'étant pas une faute, on n'est pas dans le registre de la faute, on est dans le registre de la souillure. Il y a quelque chose d'un peu mécanique, d'un peu physiologique. Quelque chose est sale, il faut le nettoyer. Le crime relève de cette logique. Oedipe va mener l'enquête et va découvrir, alors je ne vais pas divulgacher grand-chose en vous racontant la fin de cette tragédie, vous la connaissez forcément, ça fait partie du patrimoine culturel mondial, au moins occidental, mais je pense mondial. Oedipe va découvrir qu'il est le meurtrier du roi précédent, qui était son père, il l'ignorait, et qu'en prenant la place du roi précédent, il a épousé sa mère, la reine, ce qu'il ignorait. Alors, un médecin neurologue s'est emparé de cette histoire pour en faire toute une histoire. Il s'appelle Sigmund Freud, lui aussi vous en avez entendu parler. On est à cheval entre la fin du 19e et le début du 20e à Vienne dans l'Empire austro-hongrois. Donc il en fait toute une histoire, il en fait le complexe d'Oedipe. Ce qui l'intéresse lui, c'est que Oedipe ait agi sans le savoir. Et avec ce texte littéraire, il
construit la notion d'inconscient. Et dans ce cas, la peste, on peut la comprendre comme un symptôme psychiatrique ou psychologique. Bon. Un historien des religions qui s'appelle Vernant, alors votre génération le connaît moins, mais pour ma génération, c'était une des autorités intellectuelles. Donc, Jean-Pierre Vernant dit, mais pas du tout, Freud lit ça en médecin et en personne qui veut utiliser un texte pour en faire ce qui l'intéresse. Moi qui connais la culture grecque antique, je vous explique en fait, ce qui se passe dans Oedipe Roi, ce n'est pas un phénomène inconscient, un rapport au père ou à la mère. Ce qui se passe, c'est la construction dans un texte d'un bouc émissaire. En fait, tout ce texte est fait pour chasser Oedipe de la ville, et comme on doit chasser Oedipe de la ville, il faut lui inventer quelque chose qu'il aurait fait. Donc, la lecture par un historien des religions de l'histoire que je viens de vous raconter, c'est il y a une peste, pour nettoyer cette souillure, il faut chasser un bouc émissaire, et toute l'histoire qui est entre les deux, toute la tragédie, n'est qu'une construction faite pour justifier la fabrication d'un bouc émissaire. D'accord? Donc, je viens de vous donner deux équivalents anthropologiques à épidémie. Libre à vous de traduire par Covid-19 et de chercher à faire des rapprochements. Première analogie, l'épidémie est une souillure et il faut de la vérité pour la guérir. Deuxième lecture, l'épidémie est une souillure et pour s'en débarrasser, on fabrique des boucs émissaires. Alors, il y a eu encore d'autres lectures, d'autres interprétations. Il faut que j'arrête un instant, excusez-moi. Je crois que les étudiants n'ont pas le bon lien. Je m'arrête un instant, le temps que les étudiants puissent venir nous rejoindre. Je vous prie de m'excuser. Je sais que le suspense est haletant, mais ensuite, je vous expliquerai en vrai ce qu'est Oedipe. Est-ce que quelqu'un veut qu'on se parle en attendant? Poser une question sur ce que je viens de dire? Non? Moi, il y a plusieurs choses qui m'interpellent, mais d'abord, pourquoi lui? C'est-à-dire qu'on cherche un bouc émissaire. Cette deuxième thèse, elle me paraît un peu manquée de fondation, parce qu'on dit, bon, très bien, on veut construire un bouc émissaire, mais pourquoi Oedipe? Et pourquoi ça ne serait pas un pauvre paysan qui est bègue et puis qu'on décide de... Alors, c'est une très très bonne question et il y a plusieurs éléments de réponse. La réponse des spécialistes de littérature, c'est qu'on est dans une tragédie, que Oedipe est le protagoniste, le héros en quelque sorte de cette tragédie. Et qu'est-ce que c'est qu'un héros tragique? C'est quelqu'un qui se réconcilie avec le destin qui lui est donné. C'est dans le fond celui qui dit oui, celui qui accepte et qui... Voilà, et qui rejoint la mort qu'on lui a désignée comme si c'était une mort volontaire. D'autant plus que le héros tragique qu'est Oedipe est caractérisé par le franchissement de ce qui s'appelle en grec athé. C'est le franchissement d'une sorte de ligne symbolique. C'est le fait d'aller trop loin avec des mots ou aller trop loin avec un acte. On passe une sorte de frontière symbolique. Et à ce moment-là, on sort en vérité de l'humanité. On sort d'une possibilité de retour en arrière. Et Oedipe est quelqu'un qui aurait passé cette frontière et qui donc de toute façon est désigné comme celui qui est allé trop loin et qui ne peut pas revenir en arrière. Une troisième lecture qui d'ailleurs est compatible avec la seconde, c'est que Oedipe fait preuve de quelque chose que les Grecs considèrent comme particulièrement dangereux et néfaste. Il fait preuve d'hubris. L'hubris, c'est l'orgueil. C'est le fait de croire... Les étudiants... Ils arrivent. Ah, oui, je les vois. Ah, c'est ma faute. Ah, ben voilà. Bon, ben, bienvenue les étudiants. Je crois que tu vas être bonne pour... Merci. Je ne crois pas que je vais tout reprendre, mais je peux en quelques mots dire ce que je suis en train de faire. Bon, je pense que ça dépend. Qu'en pensez-vous? Oui, on va faire un résumé. On peut faire une deuxième couche.
Parce qu'ils arrivent tous là. Oui. Bienvenue, cher doctorant. Je disais en votre absence, comme vous me manquiez et comme j'étais heureuse quand vous pouviez être présent dans la salle et vous connecter. On était surpris de ne pas vous voir, en fait, pour être très honnête. Bon, donc, la situation est en train de se débloquer. Bonjour à tous. Oui, oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui. OK. Donc, je vais refaire une présentation. Nous accueillons donc Juliette Viandury, qui est professeure de littérature comparée de l'université donc Sorbonne Paris-Nord. Nous aurons par la suite une intervention de François Pétrazolé, qui est archiviste aux Archives des Vosges et qui a construit une des premières collectes en réaction à l'épidémie de SARS-CoV-2, qui, comme vous le savez, a été très intense dans l'est de la France, vu que ça a été un des premiers pôles de contamination. Et Juliette viendra conclure la matinée par la suite. Alors, je suis vraiment, vraiment désolé pour cette erreur de lien. Nous allons reprendre la séance. Et je passe la parole tout de suite à Juliette. Donc, bienvenue aux nouveaux arrivants. Je dis ce que j'ai dit à vos camarades qui étaient là avant vous. En professeur de littérature à l'ancienne mode, je monologue tout au long du séminaire. Ne vous laissez pas impressionner par cette manière de faire. Je vous en prie, n'hésitez pas à poser des questions et à interrompre autant que vous voulez un séminaire doctoral. C'est aussi quelque chose qui sert à constituer un groupe. Et quand c'est un groupe interdisciplinaire comme le nôtre, moi, je trouve ça particulièrement intéressant. Je parlais de l'usage que moi, littéraire, je pouvais avoir d'un objet comme le musée numérique Covid-19 Muséum. J'expliquais que ma première tentation a été de demander au professeur Rosenol, que je ne connaissais pas et quand je ne connaissais pas bien sa conception du projet, de contribuer à me donner un outil de recherche littéraire. Je voulais commencer à constituer un corpus de tous les textes littéraires internationaux et dans une très grande diachronie, un très grand espace-temps. Je voulais constituer un corpus de tous les textes littéraires sur les épidémies, parce que moi, j'associe le Covid-19 aux autres épidémies, donc constituer un très vaste corpus et essayer de repérer des variants, des invariants, faire du text mining, repérer des réseaux de signification grâce à la force de l'outil numérique. Alors, un de vos camarades dans la salle disait que c'était une tâche infinie. C'est bien évident, d'autant plus que le corpus littéraire des épidémies grossit chaque jour avec toutes les publications, en particulier numériques, qui paraissent en ce moment. Je voulais donner un exemple de ce que l'on pouvait gagner d'un point de vue social à la consultation et à l'interrogation des textes littéraires dans un corpus numérique, dans un musée numérique. Et je proposais de prendre 4 exemples courts. Le premier exemple que j'ai pris et que j'étais en train d'interpréter avec vos camarades, c'était l'exemple de l'Oedipe-Roi de Sophocle, une tragédie grecque du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui commence, on le sait peu ou on l'oublie, par ce que les traducteurs ont traduit par une peste, une épidémie. Et cette épidémie est présentée dans le texte comme une souillure qu'il faudrait nettoyer. Et l'oracle, donc la divinité, quand elle est interrogée, répond que cette souillure ne pourra être nettoyée que par l'avènement d'une vérité. Il faut trouver l'identité du meurtrier du précédent roi. Donc, Oedipe, qui est le roi actuel, mène l'enquête, découvre qu'il est lui-même le meurtrier qu'il cherchait. Il se crève les yeux et il est envoyé en exil. Ne sous-estimez pas la violence de cette punition. L'exil est une punition qui est de loin pire qu'une peine de mort dans ce monde-là. Parce que lorsqu'on meurt, on ne fait que mourir. Lorsqu'on est envoyé en exil, on perd son statut d'humain. Parce que pour les Grecs, l'homme est un animal politique, c'est la cité qui fait l'être humain. Si on sort de la cité, on entre dans ce que les Grecs appellent les déserts, les érémiailles, on entre dans la sauvagerie.
Donc la condamnation à l'exil, c'est l'entrée dans la sauvagerie et la sortie de l'humanité. Alors cela coïncide avec justement ce qu'on était en train de dire. Sigmund Freud a fait une interprétation très connue de cette pièce de théâtre. Il a insisté sur le fait qu'Œdipe ait été meurtrier et incestueux sans le savoir, et il a développé la notion d'inconscient. Un historien des religions qui s'appelle Jean-Pierre Vernant a dit, mais non, ce n'est pas du tout ce dont il s'agit. Ce dont il s'agit, en fait, c'est de la fabrication d'un bouc émissaire. Œdipe est un bouc émissaire. La peste qui arrive au début, il l'appelle Lyssa, L-Y-2-S-A, ça veut dire une sorte de furie, une sorte de colère qui est envoyée par les dieux, qui est souvent associée aux bacchantes du dieu Dionysos, dont je vous reparlerai, et elle ne sera apaisée, cette épidémie, cette stérilité, cette fureur, que par le sacrifice d'un bouc émissaire. Œdipe est un bouc émissaire. Votre camarade dans la salle me posait une question pendant qu'on faisait les réglages en me disant, mais pourquoi Œdipe? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Œdipe, parce qu'il est le héros tragique, c'est une réponse formelle de littérature. Le héros tragique, c'est celui qui accepte le sacrifice et qui coïncide avec la mort qui lui est annoncée. C'est aussi celui qui est allé trop loin, qui franchit une ligne latée d'une manière ou d'une autre. C'est celui qui fait preuve d'hubris. L'hubris étant l'orgueil, la volonté, la tentative, la tentation d'égaler le Dieu en pensant savoir faire. Et Œdipe croit qu'il peut trouver la vérité. Il est d'ailleurs l'ancêtre des romans policiers, des enquêteurs policiers. Il fait preuve d'hubris, il croit qu'il peut trouver la vérité. Donc, il est désigné comme bouc émissaire. Une lecture plus fine et qui, personnellement, m'intéresse encore plus de ce qui se joue du point de vue de l'épidémie dans cette pièce, est qu'en fait, Œdipe n'est pas exactement un bouc émissaire. Les épidémies ne sont pas tant solutionnées par des boucs émissaires, quoique l'approche historique nous prouve que si, et je vais y revenir. Mais plus précisément, ce qu'Œdipe est un pharmakos. Vous reconnaissez tous l'étymologie, l'histoire de ce mot, vous reconnaissez le mot pharmacie. Le mot pharmacie, c'est la même racine. Un pharmakos, c'est un poison et un médicament. Sauf que les pharmakos, ce sont des poisons-médicaments non pas chimiques, comme on les étudie ici, mais humains. Œdipe est un poison-médicament vivant. Et donc, on doit l'utiliser pour guérir l'épidémie et on doit le chasser s'il s'avère qu'il est plutôt un poison. Et là, je peux répondre très précisément à votre question. Pourquoi est-ce qu'il est désigné comme origine de l'épidémie? Parce qu'il est trop. En Grèce antique, on ne supporte pas l'infini, on ne supporte pas l'excès, on ne supporte pas ce qui déborde. Il y a un mythe qui raconte que le mathématicien qui a découvert que les nombres étaient infinis s'est suicidé, parce que c'est impossible, c'est insupportable. Dans la même logique, eh bien, oui, c'est le récit mythique, mais c'est intéressant que ce récit mythique fonctionne. Ça indique quelque chose de la manière de penser des Grecs. C'est la même chose pour Œdipe. Œdipe, il est trop. On peut être trop riche, trop beau, trop puissant. On peut être trop pauvre, trop malade, trop malheureux. C'est la même chose. On déséquilibre la société. Si on déséquilibre la société qui se définit par l'harmonie et le juste milieu, on sort. On est un pharmakos, on est un médicament. Mais c'est pas plutôt l'inceste, en fait, qui est le tabou social? Je veux dire, le déséquilibre de la société, il vient de cette transgression. Alors, l'interdit de l'inceste, c'est d'ailleurs encore un sujet d'actualité. Et personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de hasard si les deux sujets apparaissent ensemble. Je trouve qu'il y a un rapport entre l'épidémie. Oui, absolument. C'est d'ailleurs ce que vous êtes en train de me dire. Que fait l'épidémie de manière fondamentale? Elle questionne la société, le lien social lui-même. Or, l'interdit de l'inceste est un des liens de construction de la société. C'est ce que dit Claude Lévi-Strauss. Voilà, c'est une grande conversation. On peut faire une séance là-dessus. Je peux pas la mener, d'autant plus que c'est vraiment un sujet de polémique de savoir si il y a inceste et parricide dans le cas d'Œdipe ou si c'est quelque chose qu'on met sur lui.
et qui viendrait des parents. Et voyez qu'on est exactement en train de discuter de ce dont on parle en ce moment. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que ça vient des parents? Est-ce que ça vient des enfants? Comment fonctionne la solidarité des générations? Est-ce que l'interdit de l'inceste continue à fonctionner en période d'épidémie? Cet interdit dont tu nous parles, on le retrouve un petit peu avant, on le retrouve directement dans la Bible, avec l'interdit de la pomme et la sortie du paradis terrestre. Bon, alors naturellement, on n'a pas ces problèmes de dimension infinie où tout est infini dans le paradis terrestre, mais on a le problème à l'envers, c'est-à-dire que Adam et Ève se retrouvent en fait envoyés dans le fini. C'est-à-dire, là, la question entre le fini et l'infini n'étant pas savoir si ça a le sens actuel des mathématiques, mais le ailleurs, en fait. Oui, tout ça est parfaitement juste. Et d'ailleurs, la religion juive est tout à fait experte en logique de bouc émissaire. En vérité, l'expression bouc émissaire vient de cette culture. Vient de cette culture. Et effectivement, il serait intéressant de voir ce qui s'est joué, dans ce paradis terrestre et ce que représentait le fait de manger cette pomme de connaissance et de savoir que nous étions nus. Là encore, c'est un sujet, même si ça n'est pas sans rapport avec ce qui est arrivé à l'espèce humaine par la suite. Moi, ce que je voudrais retenir, c'est que j'ai été très frappée de voir que le Covid-19 Muséum était né dans l'esprit d'un chercheur de la faculté de pharmacie. Je n'ai jamais entendu Yves Rossignol faire un lien, mais pour moi, littéraire, quand j'ai reçu ce message, quand j'ai vu la machine se mettre en marche, elle a vraiment résonné avec les réflexions sur le pharmacos. Et je me suis dit, mais c'est donc des pharmaciens que va venir un bout de réponse à ce problème qui se pose à notre société. Et vous voyez pourquoi je suis particulièrement émue toujours quand la faculté de pharmacie nous accueille ici pour faire ce séminaire. J'espère qu'un jour, le campus Condorcet, dont je vais vous parler tout à l'heure, le fera aussi, mais je crois que nous sommes au bon endroit pour parler de l'épidémie. Deuxième texte absolument fondamental pour penser les épidémies en littérature, c'est le Décaméron de Boccaccio, un texte du XIVe siècle à Florence, en Italie. Que se passe-t-il? Il y a une peste. Il y a une peste et on constate que la société est en train de se déliter. Le lien social se détruit au profit d'un individualisme qui n'a comme fin que le fait de choisir comment on va mourir seul. Voilà ce que nous raconte Boccaccio. La société florentine se délite, s'effondre. Nous n'avons plus que des individus qui n'ont plus d'autre perspective que de choisir le moment de leur mort. Dans ce chaos, littéralement, c'est le chaos, là encore au sens d'origine, dans ce magma informel qu'est devenu la société, un groupe d'hommes et de femmes décide de s'isoler. De nos jours, on dirait se confiner. Ils se confinent à la campagne ensemble et ils se mettent, figurez-vous, à se parler. Plus précisément, parce que la parole est difficile quand on est comme cela cerné par la mort, ils se mettent à se donner des tours de rôle de parole. Puisque nous n'avons plus rien à nous dire, racontons-nous chacun quelque chose. Toi, raconte-moi quelque chose, toi, raconte-moi quelque chose, etc. Et de ces récits naît un nouveau lien social entre ces personnes confinées, ce lien social étant un lien extrêmement égalitaire. C'est donc une nouvelle société construite sur de nouvelles bases à partir du récit qui se fait dans ce confinement, dans cette isolation du Décaméron de Boccaccio. C'est un texte extrêmement important dans l'histoire de la littérature. Probablement, est-ce qu'au moins le nom vous est familier? Et il est intéressant pour les littéraires de remarquer que ce texte qui raconte le délitement d'une culture et d'une société par l'épidémie et la proposition d'une reconstruction par le récit et par l'égalité est également un texte qui a bousculé toutes les formes littéraires. En particulier, c'est un texte qui n'a pas été écrit en latin, qui a été écrit en langue populaire.
pour des gens comme moi, il est intéressant de voir que les récits d'épidémie ou les représentations d'épidémie ont tendance à modifier les formes esthétiques dans lesquelles on les fait. Comme si l'épidémie s'attaquait à la forme, s'attaquait à l'esthétique, comme s'il y avait un rapport entre les deux. Donc, une nouvelle sociabilité fondée sur la réciprocité est décrite dans ce texte du XIVe siècle en Italie. Il y a un autre texte que sans doute vous connaissez, qui est celui que les étudiants, les élèves connaissent le plus à propos des épidémies, c'est La peste de Camus. Dans La peste de Camus, on apprend plein de choses. Vraiment, je vous en conseille la lecture ou la relecture, à part le passage éprouvant de la mort du petit garçon. C'est vraiment quelque chose qui devrait vous apporter un soulagement. Ce que démontre Camus dans ce texte, c'est qu'il est impossible de s'imaginer sortir non changé d'un épisode d'épidémie. Hein, il dit cela avec la forme négative. Vous pensez pouvoir traverser une épidémie et être le même. Je vous informe, je vous préviens de ce que vous serez changé, vous, individuellement. Et Camus, l'humaniste, ajoute également que les épidémies sont un moyen de s'apercevoir qu'il y a dans l'être humain plus à admirer qu'à mépriser. C'est une citation extrêmement connue de Camus. Ce qui est intéressant, entre autres, dans ce texte, c'est que, vous le savez sans doute, l'épidémie de peste en Algérie qui est décrite a été reçue métaphoriquement comme une épidémie de peste brune. Et on a lu ce texte comme un texte de résistance face au nazisme. L'analogie entre épidémie et idéologie meurtrière est effectivement une chose récurrente et extrêmement intéressante à étudier. Je vous disais que Boccace décrivait l'épidémie comme quelque chose qui délite le lien social. On a parlé aussi dans Oedipe Roi de la question de savoir si l'interdit de l'inceste pouvait perdurer dans ce cas. Camus a un point de vue original. Il dit « il n'y a pas vraiment de société s'il n'y a pas d'épidémie. L'épidémie est le moyen de faire un groupe, le groupe de ceux qui la combattent et qui y résistent. » Hein, donc quelque chose d'un peu étonnant, un point de vue un peu étonnant. Je voudrais terminer par un texte qui a une vision plus positive de l'épidémie. Déjà, avec Camus, on voit qu'il y a la possibilité d'une constitution sociale, d'un lien social particulier de ceux qui luttent contre l'épidémie. C'est encore plus frappant chez un prix Nobel de littérature latino-américain qui s'appelle Gabriel Garcia Marquez, qui a écrit « L'amour au temps du choléra ». Et finalement, le titre vous dit tout. Dans ce livre foisonnant et magnifique, on attrape le choléra par une nourriture qui n'est pas très saine et par des mains sales, et on attrape l'amour par une contagion qui est la contagion des mots d'amour. Et sans cesse, le livre est construit sur l'entrelacement entre les deux. Et le choléra, étrangement, paradoxalement, dans ce livre, est quelque chose qu'il faut attraper. On ne parle bien sûr pas du vrai choléra qui détruit vraiment un certain nombre de pays d'Afrique centrale, par exemple. Hein, on parle d'un choléra métaphorique, mais tout de même, on doit entendre le fait que le lien social et le lien entre individus ne peut pas se faire en cherchant à éviter la contagion. La contagion est ce que nous devons partager d'une certaine manière. D'une manière, évidemment, qui soit créatrice et qui aille dans le sens du prolongement de la vie et de la nature, dirait le professeur Rosenau. Si je puis me permettre, justement, c'est ce que nous a raconté Marie-Christophe Boissier sur la réaction à l'épidémie dans son service, où il nous a bien montré très clairement le balancier entre la souffrance vécue et la réorganisation et le plaisir à voir cette réorganisation se faire en réaction à cette souffrance. C'était très, très, très net dans son discours, même si ce n'était pas posé aussi clairement, entre guillemets. Mais parce que justement, pour lui, c'était quelque chose qu'il avait vécu de l'intérieur et sur lequel, bon, il n'arrive pas encore probablement à séparer
les temps positifs des temps durs, mais chaque temps dur était en fait un temps positif. C'est ça qui est sous-jacent. Alors, il y a un texte critique que je vais prendre comme unique exemple d'un discours critique que l'on peut tenir sur les épidémies et que je voulais faire figurer dans ce corpus du musée numérique. C'est un texte critique d'un anthropologue qui s'appelle Gérard Fabre, et cet article s'appelle « Conflit imaginaire en temps d'épidémie ». Je ferai en sorte que vous y ayez accès, hein, c'est un document en utilisation ouverte. Gérard Fabre montre que la cause des épidémies, il a travaillé, alors pas numériquement, hein, manuellement lui aussi, sur un corpus historique immense au XVIe siècle et un corpus littéraire, et il a montré que la cause des épidémies est systématiquement attribuée à ce que l'on appelait en latin la familia diaboli, la famille du diable. Alors, vous sentirez dans les notes basses de tout mon discours une opposition permanente entre symbolé et diabolé, symbolé le symbole, ce qui réunit, diabolé étymologiquement, ce qui divise. Qu'est-ce que le diable? Selon vos convictions, vous répondez à cette question. Dans mon discours, le diable, c'est ce qui divise. C'est le contraire du symbole. Donc, au XVIe siècle, on pense que les épidémies sont dues à la famille du diable. De qui s'agit-il? Qui est de la famille du diable? Vous allez rire. Les animaux. À l'époque, ce n'est pas le pangolin, ce sont les corbeaux, entre autres, hein, mais les corbeaux particulièrement. Les mendiants, tous ceux qui n'ont pas un métier fixe ni un logement fixe, tous ceux qui sont aux marges de la société. On reviendra sur l'importance des marges, de la liminalité dans l'approche des épidémies. Les Juifs, bien sûr, on a parlé des boucs émissaires, les Juifs étaient systématiquement considérés comme responsables des épidémies au XVIe siècle, et plus tard encore. De toute façon, si vous lisez Mein Kampf, vous serez frappé, mais vraiment frappé, par la permanence de la métaphore épidémique pour parler des Juifs. C'est systématique. C'est ce discours qui a fonctionné. C'est ce discours qui est à l'origine théorique, si j'ose dire, de ce qui s'est passé. Hein, donc vraiment, cette représentation imaginaire va très loin dans les effets qu'elle implique. Et puis j'ai gardé pour la fin quelque chose qui peut paraître très contemporain. Figurez-vous que les autres membres de la famille du diable, cause de l'épidémie, ce sont les médecins et les apothicaires. Franchement, regardez, hein, regardez, c'est ça. C'est ça. En tout cas, la question se pose. On voit bien dans l'actualité. Et si vous superposez le personnage du médecin fauteur d'épidémie, enfin, ce n'est pas fauteur d'épidémie, c'est plus trouble que ça, de celui qui est là comme une tête qui s'expose et sur laquelle on va concentrer le problème, et la figure de l'ermite, qui est un des autres déviants de l'époque. Vous avez Raoult. Il nous l'a fait. Hein, c'est vraiment le héros tragique. Il est venu avec son allure et son métier se superposer avec cette représentation imaginaire. J'espère bien sûr que jamais la société ne va fonctionner comme elle a pu fonctionner au XVIe siècle. Sinon, on ne peut que remarquer la permanence de ce type de représentation imaginaire. Vous voyez, ce que je viens de faire, c'est ce que j'aurais souhaité, ce qui se fera peut-être, hein, en humanité numérique. Je voudrais faire ce travail de manière systématique, pas simplement avec les textes que moi je connais, dans les langues que je connais, avec ma capacité de travail. Je voudrais le numérique au service de ce type d'approche. Et en vérité, ce vers quoi le Covid-19 Museum pourrait me permettre d'aller, mon objectif d'utilisatrice, c'est la mise en place, la contribution à la mise en place d'humanité médicale. Les humanités médicales sont une discipline qui est en train de naître, qui associe médecine, pharmacie et toutes les disciplines autour des pratiques thérapeutiques avec les sciences humaines, la littérature et les arts. Dans un but principalement de formation, parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas continuer à laisser les futurs médecins sans formation humaniste, hein, ou sans formation sur la nature humaine, et puis aussi de manière plus précise, plus novatrice pour repérer,
un certain type de savoir, un certain type de fonctionnement complémentaires qui peuvent contribuer à une meilleure approche thérapeutique. Donc, un musée numérique pour lequel ma première idée était une utilisation d'humanité numérique dans un but, en fait, qui servirait l'établissement, la contribution à des humanités médicales. J'avais une deuxième... à quelle heure est-ce que je dois... Pour les premières 45 minutes, dans 5 minutes? Oui. D'accord. Si c'est 10, ce sera pareil. Non, ça correspond tout à fait. La deuxième logique d'utilisatrice que j'ai eue spontanément en entendant parler de ce projet était une logique de personnes qui avaient des responsabilités politiques dans mon université. J'étais en charge d'un projet que je trouve magnifique, je peux le dire, ce n'est pas moi qui en ai eu l'idée, qui s'appelle les chaires pour le territoire. L'idée étant de travailler aux interactions entre les universités et les territoires qui les entourent. Alors, c'est moins pertinent, évidemment, au cœur de Paris. Le territoire qui entoure ces universités n'a pas grand besoin d'aide d'un point de vue culturel, intellectuel, etc. Quoique hein, la solitude peut se cacher dans les plus beaux quartiers. Mais dans le département du 93, dans lequel se situent les 5 campus de mon université, c'est quelque chose qui a vraiment une importance. Et j'ai été saisie en tant que représentante politique de mon université, de demandes en quantité, mais vraiment par centaines de gens qui voulaient déposer quelque part leur témoignage du confinement. Les gens des municipalités autour de mon université voulaient témoigner du confinement, voulaient un lieu pour déposer ces témoignages. Les municipalités, les collectivités territoriales étaient extrêmement intéressées et voulait également qu'on organise des réseaux, mais de manière professionnelle, par exemple pour récupérer les enfants décrocheurs scolaires, etc. Et ma deuxième demande à Yves Rosenhol, c'était est-ce que je pourrais déposer tous ces textes et fabriquer des éléments de recherche avec vous pour que l'on puisse répondre à la demande des collectivités territoriales. Ensuite, je suis passée à une autre logique, et c'est celle sur laquelle je vais terminer pour cette première partie de mon intervention, à une logique de politique institutionnelle plus vaste, parce qu'il m'est apparu que ce projet de musée numérique, humanité médicale, correspondait exactement au cahier des charges que s'était donné le plus gros projet immobilier de sciences humaines de France et probablement d'Europe, qui s'appelle le campus Condorcet, que probablement vous ne connaissez pas, qui est un très grand campus de sciences humaines au terminus de la ligne 12, Front Populaire, à Aubervilliers, à la frontière en fait entre Aubervilliers et Saint-Denis. Donc c'est un endroit où sont réunis les chercheurs de sciences humaines, les principaux établissements de recherche en sciences humaines, universités, grandes écoles, etc. Et il faut des projets à la dimension de l'ambition internationale, de l'ambition interdisciplinaire, de l'ambition numérique du campus Condorcet, puisque le campus Condorcet veut approcher les sciences humaines avec l'aide de l'intelligence artificielle et des outils numériques. À côté du campus Condorcet, à une petite rue d'écart qui s'appelle la rue des Fillettes, il y a la MSH Paris-Nord, la Maison des sciences de l'homme Paris-Nord, qui est sous tutelle de l'Université Sorbonne Paris-Nord, l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, du CNRS et du réseau des MSH. Et il s'agit d'une USR, une unité de service et de recherche du CNRS, qui justement met toutes sortes d'outils au service de la recherche en sciences humaines et sert de pépinière à des projets. Immédiatement, j'ai pensé que le Covid-19 Museum, ce musée numérique, était le projet à la dimension des ambitions de la MSH Paris-Nord et du campus Condorcet. Non pas le seul projet, bien sûr, mais un projet dimensionné pour cela, hein, et qui vraiment, je le répète, soit à la hauteur de cette ambition, qui d'ailleurs est aussi une ambition politique. Hein. Ça n'est pas par hasard si le campus Condorcet et la MSH sont là où elles sont, etc. etc. Donc, si je puis me permettre de réagir, vu que j'ai découvert ce campus en rencontrant Juliette, et je pense que beaucoup de personnes ici ne connaissent pas ce campus. On va avoir, je l'espère, dès que ce sera possible, une intervention, voire plusieurs interventions sur le campus. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le campus Condorcet est l'équivalent du campus d'Orsay sur le nord de l'Île-de-France.
Et donc, ça fait réellement un équilibre entre les sciences dures, les sciences exactes qui sont sur le sud de l'Île-de-France et les sciences humaines qui sont sur le nord de l'Île-de-France. Donc, c'est ce joli équilibre qui pourrait être utilisé à travers justement un projet comme le Covid-19 Muséum. La directrice adjointe de la MSH Paris Nord est en ligne en ce moment. Elle s'appelle Marie Gesson et je la salue et la remercie pour sa fidèle attention. Je crois que c'est le temps de terminer la première partie de mon intervention. Je te remercie, Juliette. On va poser... On peut poser une question. Oui, Jacques. Oui, j'ai été vraiment très marqué par votre approche entre la pandémie et le formalisme et l'informalisme. Parce que c'est un thème sur lequel j'essaie de rechercher par rapport à l'entrepreneuriat. Et j'aimerais savoir, comment est-ce que vous faites un lien entre le Covid et ce formalisme académique aussi, ou alors des recherches? Est-ce que vous voyez un certain informalisme se créer au niveau de l'académique dû au Covid? Alors, je ne suis pas sociologue et je n'ai surtout pas de recul sur ce qui est en train de se passer. En revanche, en tant qu'enseignante-chercheuse et en tant que personne qui vit comme vous de manière simultanée l'épidémie de Covid-19, je constate qu'une nouvelle manière d'enseigner est en train de se mettre en place, dont je ne sais si elle présente plus d'avantages que d'inconvénients. En tout cas, aujourd'hui, je ressens plutôt la fertilité de ce qui est en train de se passer dans un domaine précis qui est l'interdisciplinarité. Ce séminaire est un séminaire auquel un grand nombre de gens assistent, plus qu'habituellement à mes séminaires disciplinaires. J'y vois un effet de l'interdisciplinarité et de la logique de l'épidémie. Le sujet nous a fédérés. Le sujet nous a obligés à penser ensemble. Vous voyez, c'est de l'informel. Il faut tous que nous nous transformions. Deleuze appelle cela le phénomène de double capture. Il faut qu'on se change les uns les autres, qu'on trouve une traduction, un langage commun, que l'on se modifie sans se perdre. Et avec ça, on peut penser le Covid-19 Muséum. C'est l'exemple de modification formelle que je vois. Mais je n'ai pas de recul et c'est vous peut-être qui pourriez nous dire quelque chose à ce sujet. Vous m'avez beaucoup aidé avec vos réponses déjà. Merci. Merci à vous. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas. Moi, j'aimerais bien rajouter un point, si vous le permettez. Naturellement. Oui, merci. Je vous remercie, Juliette, pour votre intervention que je trouve très intéressante. Merci et je vous dois une réponse, Asni, je le sais, excusez-moi. Ah non, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Moi, j'aimerais bien rebondir sur un point, c'est vous avez évoqué le corbeau. Oui. Et ça m'a frappé parce que dans ma culture algérienne... Est-ce que vous pouvez parler plus fort, Asni, s'il vous plaît? Parce que dans la salle, on vous entend mal. Là, c'est mieux? Non. Encore plus fort. Je vais essayer de parler. C'est mieux? Là, c'est bien. Là, c'est bien. D'accord. Donc, je dirais c'est le corbeau, en fait, dans la culture, par exemple, algérienne, mais j'imagine dans d'autres pays, même aujourd'hui, ça reste un porte-malheur. Et donc, quand on traite quelqu'un de corbeau, c'est pas poli de dire ça, mais quand on traite quelqu'un de corbeau, la personne va naturellement être vexée. Et moi, je me souviens, quand j'étais enfant, quand on entend le croassement d'un corbeau, le cri d'un corbeau, on a toujours peur. Et la première chose à faire, c'est aller dire à nos parents, il y a un corbeau qui circule, qui vole dans les parages. Et ça m'a beaucoup en fait frappé cette idée en fait de lier le corbeau avec l'idée oui. C'est juste par rapport à ça, c'est juste un point à rajouter par rapport à votre intervention. Il y a un roman policier qui est extrêmement intéressant si vous voulez réfléchir aux relations entre les animaux et les épidémies. C'est Pars vite et reviens tard de Fred Vargas.
la question se pose de savoir si l'épidémie vient à cause de puces qui seraient infestées, ce qui semble être la bonne explication scientifiquement, et en vérité, je ne raconte pas la fin. Mais ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que ce roman policier a été écrit par un auteur qui est en fait archéozoologue et qui est également l'auteur d'une thèse sur la peste de Marseille. Je trouve absolument passionnant de comparer son texte scientifique, ce roman policier de très bonne facture et un des ouvrages qu'elle cite intertextuellement, qu'elle fait réciter par un breton sur une place parisienne, qui est le Journal de la peste de Samuel Pepys. Voilà, Asni, ça va vous plaire, lisez ça. D'accord, oui. Et rassurez-vous, les corbeaux ne portent pas malheur, ils sont très intelligents. Les Romains pensaient qu'ils ne portaient malheur qu'en arrivant sur la gauche. D'accord, merci. Asni, accessoirement, on a en France depuis plus de 30 ans un running, ce qu'on appelle un running information, qui est l'histoire du petit Grégory, dont vous avez sûrement entendu parler. Oui, oui, bien sûr. D'accord, dont François vient de la bonne région. Et vous avez entendu parler naturellement de la lettre du corbeau. Ah oui, oui. Naturellement. La lettre anonyme qui crée l'épidémie. Là, en l'occurrence, épidémie de dénonciation, épidémie de... Voilà. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Il y a une question qui a été posée sur le forum qui est très intéressante. Ah, excusez-moi. Il y a un professionnel parmi nous. Emmanuel Curis, question. Les récits d'épidémie présentés proviennent tous de la culture occidentale. Existe-t-il des récits similaires dans d'autres cultures? Et la réponse étant probablement oui, y retrouve-t-on des structures similaires, des conséquences sur les formes similaires, etc. Emmanuel, vous venez de faire la critique que l'on fait à nombre de spécialistes de ma discipline, les comparatistes, et je suis absolument représentative de ce type de limite, à l'exception de quelques textes d'Afrique francophone. Je suis culturellement très européano-centré, c'est la limite de ma connaissance des langues étrangères, et c'est pourquoi il serait vraiment intéressant d'avoir un Covid-19 muséum qui rassemble un corpus autrement plus intéressant et révélateur que le mien. Voilà, il faut qu'on le fasse, ce corpus international, bien sûr. Alors, une petite remarque tout de même. La Bible, est-ce que c'est exactement européen ou pas? C'est pas sûr. La construction en caste de l'Inde, est-ce que ça respecte ce que Juliette nous présentait? C'est une vraie question. Yves, oui. Ioannis. Oui, Ioannis. Oui, ta remarque sur la Bible, ça me fait penser à quelque chose que je discutais avec des amis sur... Faut que tu parles plus fort, Ioannis. Oui, tu m'entends? Oui. Oui, oui, ça me fait penser à une discussion avec des amis sur quelle était la plus ancienne épidémie documentée. Est-ce que c'était les 7 plaies de Pharaon ou est-ce que c'était Édipe? Ça doit être à peu près contemporain, je pense. Et donc, je voulais parler d'autre chose. C'est une analogie à laquelle je pensais entre ce jeune médecin chinois moravouane au début de l'épidémie et une remarque de Thucydide quand il parle de la peste dans l'Athènes de Périclès, où il commence à dire que les premiers à mourir étaient les médecins. Oui. Ça me fait penser à ça. Oui. Oui, tout à fait. Il y avait aussi une chose à laquelle votre intervention me fait penser, que j'ai oublié de dire. On pensait que celui qui mourait le premier était celui qui avait le plus peur. Alors on travaillait à éradiquer la peur et on tenait des discours politiques et sociaux extrêmement rassurants parce qu'on se disait s'ils ont peur, ils vont mourir, s'ils n'ont pas peur, ils ne mourront pas. Et les médecins, ils faisaient peur et ils mouraient en premier, croyait-on. Comme les professeurs d'université. Oh, pardon. Les professeurs d'université, ils répandent la peste des mots. Et des idées. Bon, y a-t-il d'autres questions? Je regarde sur la conversation. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je vous propose de faire une pause
un break. Je ne sais pas quelle heure il est. Il doit être 11h02 à notre montre. On se retrouve à 11h15. À tout à l'heure.